C'est avec grand privilège que je vous présente notre prochain conférencier, M. Bernard Landry. Homme politique, professeur et avocat, il a été chef du Parti québécois de 2001 à 2005 et premier ministre du Québec de 2001 à 2003, conseiller stratégique auprès de la firme d'avocats Lapointe Rosenstein de Montréal depuis novembre 2005. Il a été professeur au département de stratégie des affaires de l'École de sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et aussi chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM et aussi professeur invité à l'École polytechnique de Montréal. Récipiendaire du premier prix Louis-Joseph Papineau pour avoir consacré plus de 35 ans à la cause souverainiste en 2005 et du titre de Patriote de l'année en 2006. Il est aussi commandeur de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'Ordre de la Pléiade et décoré de l'Ordre du Mérite de la Bavière. Élevé au rang de Grand Officier de l'Ordre national du Québec pour sa contribution exceptionnelle à la vie québécoise en 2008, il a aussi reçu le prix Pierre Bourgault la même année. Quel privilège de vous accueillir, Monsieur Landry. Merci de ne pas avoir tout raconté à mon sujet parce que je n'aurais plus eu de temps pour parler. Merci de cette présentation gentille. Je veux saluer les conférenciers qui m'ont précédé. Je veux surtout saluer une partie de l'auditoire qui se consacre au plus beau métier du monde, l'éducation. Les gens des commissions scolaires, les directions d'école, et évidemment à ceux et celles qui profitent de ce beau métier, les étudiants et les étudiantes qui sont parmi nous. Je suis profondément heureux d'être ici, premièrement à cause de la jeunesse, une des plus belles choses que notre nation possède et qui est porteuse d'avenir. Deuxièmement, je suis ravi d'être dans ces paysages. Les journaux qui ne sont pas toujours discrets sur la vie privée des hommes politiques ont dit souvent que je marchais 3/4 d'heure par jour, ce qui est vrai. Je fais une marche de santé et je l'ai fait dans des sites invraisemblables. J'ai fait le tour du Kremlin à Moscou, du Palais des Papes à Avignon, partout dans le monde. Et je veux vous confier que la marche qui m'a le plus ému et dont je me souviendrai toute ma vie, c'est un matin à Kamouraska où le soleil se levait et brillait sur les montagnes de Charlevoix en face. C'est fabuleux. Vous savez que ma vie entière a été conditionnée par mon amour profond du Québec. Et dans l'amour, il y a une dimension physique, bien sûr, et le Québec est facile à aimer parce qu'il est beau. Il y a 1 million de lacs, il y a le fabuleux fleuve Saint-Laurent, il y a tous ces beaux villages, les affluents du Saint-Laurent. Alors franchement, être patriote, c'est aimer sa patrie. Et être patriote au Québec, c'est pas si compliqué que ça. Elle est tellement belle. Ce que je veux vous dire, d'une certaine manière, peut vous assombrir, mais je vais vous dire le contrepoids qui sont les raisons de l'espoir. On dit l'espoir a 2 enfants, la colère et le courage. La colère devant la situation qui nous fait mal et le courage de la changer. Alors, je vais commencer par un aspect un peu pessimiste, mais je vais être réaliste avec vous. Je ne suis pas ici pour vous conter des histoires, je suis ici pour vous dire la vérité. J'ai profondément confiance au Québec, sauf que nous avons un défi invraisemblable, une des seules nations du monde à affronter un tel défi, le Japon et le Québec. Quel est ce défi? Le vieillissement de la population. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique.
On peut dire, oui, c'est formidable de vivre de plus en plus vieux, et je suis tout à fait d'accord, je suis un bon témoin d'ailleurs. On dit que malgré les progrès de la médecine, le taux de mortalité de l'espèce humaine est toujours de 100%, sauf que ça arrive plus tard. Et au Québec, c'est un de nos problèmes très sérieux. Nous avons eu la démographie la plus dynamique de l'histoire humaine. C'est incroyable. Il y a eu 10 000 Français ici en tout et partout, et puis aujourd'hui, on est 8 millions au Québec, puis on a 8 millions de descendants aux États-Unis. Vous savez qu'on a eu un exode épouvantable. Hillary Clinton a des ancêtres québécois. Madonna a des ancêtres québécois. Si on n'avait pas eu ce maudit exode, on aurait eu Madonna et Céline en même temps. On aurait dominé le monde. Sauf que tout ça s'est arrêté. Les bébés boomers qui sont nés souvent dans des familles de 5, 8, 10 enfants. Je suis allé au funérailles de Gérard Filion qui a dirigé Le Devoir. Il était né dans une famille de 12 enfants. Et puis, il avait 12 de ses enfants dans l'Église. Fini aujourd'hui, vous n'en verrez plus des comme ça. Les bébés boomers nés massivement dans des générations très prolifiques partent tous et toutes au travail pour dire adieu et aller à la pension. Alors, ça fait un problème mathématique invraisemblable. Nous manquons déjà de main-d'œuvre. Il y a des entrepreneurs, là, audacieux, qui ont des commandes pour le monde entier, puis ne sont pas capables de les remplir, ils n'ont pas la main-d'œuvre qu'il faut. Petite parenthèse, si les femmes n'avaient pas rejoint massivement le marché du travail, on serait déjà dans une tragédie invivable. Les femmes, maintenant, sont à peu près dans toutes les professions, même dans les professions libérales, les femmes sont en majorité. En médecine, les avocats sont moins nombreux que les avocates, et ainsi de suite. À l'École des sciences de la gestion où j'enseigne à l'UQAM, la majorité des auditoires sont féminins. Mais si on n'avait pas eu ça, ce ne serait pas vivable. Lise Payette, souvent, est venue écouter de mes discours, et puis, une fois, j'ai dit, ça nous a permis de récupérer 50% de l'intelligence disponible. Et Lise a dit non, 52. Et elle a peut-être raison, en tout cas, j'en sais rien. Mais c'est pour vous dire que la population vieillit, on manque de main-d'œuvre, et ce n'est pas les seuls inconvénients. Joseph Armand Bombardier n'aurait pas fondé son entreprise à 85 ans. Alors, l'entrepreneurship, le dynamisme requis, ça se fait à un certain moment de la vie. Et quand on a de moins en moins de Québécois et de Québécoises qui seront à ce moment, ça pose un problème grave. Cependant, comme je vous ai dit, je ne suis pas ici pour vous décourager. On peut s'en sortir. Et une des raisons de mon espoir, c'est que j'ai vu le Québec dans une situation, dans ma jeunesse, là, qui était presque lamentable. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est passé. Quand j'avais votre âge, notre niveau d'éducation était l'un des plus bas des pays développés. Aujourd'hui, raison d'espoir, il est un des plus élevés. Alors, il y a une leçon à prendre. Vous avez bien choisi de vous éduquer et j'espère que vous aurez jusqu'au bout de vos capacités intellectuelles. Avoir un bac, c'est formidable. Un doctorat, c'est encore mieux. Et post-doc, c'est encore mieux. Et pourquoi est-ce que c'est lié à ce que je vous ai dit sur la main-d'œuvre? Parce que ce qui peut nous sauver, c'est la productivité. Et ça ne veut pas dire travailler 50 heures par semaine, ça c'est de la folie. Ça ferait baisser la productivité et monter le burn-out. Ça veut dire que chaque heure travaillée doit rapporter de plus en plus à cause de la science, de la technologie, de la formation et de l'éducation des hommes et des femmes qui travaillent. Je vous donne un exemple vraiment éclairant. On était dans le textile autrefois. Hein? À l'époque, notre économie était peu reluisante. C'était textile, vêtements, chaussures, bonneterie, meubles. Bonneterie, c'était quoi? Les femmes avaient des chapeaux dans ce temps-là.
Bonneterie est partie, puis bien d'autres sont partis, parce qu'à cause de la concurrence étrangère, le textile est parti aussi. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'une jeune femme dont le père travaillait dans le textile et qui travaille aujourd'hui chez Ubisoft dans les jeux vidéo, gagne 3 fois plus que son père gagnait. Alors, ça veut dire que on peut être moins nombreux au travail, mais si on gagne tous 3 fois plus que ce qu'on gagnait il y a quelques années, le problème est réglé. Donc, c'est jouable. Mais il ne faudra pas être négligent. Il faudra être motivé. Les jeunes que j'ai entendus, là, font partie de l'espoir. Et c'est des jeunes de ce genre, entrepreneurs, qui vont nous aider à faire face à ce défi mathématique énorme qui est le nôtre. Autre défi, mais qui peut aussi être porteur. Aujourd'hui, on peut dire, on peut penser global, agir local. C'est vrai, le monde a changé profondément et dans bien des cas pour le mieux. Par exemple, le protectionnisme est mort ou agonisant. Avant ça, douane, barrière, tarif, on ne veut rien savoir d'acheter de l'étranger, mais on ne vendait pas à l'étranger non plus. Enlever les barrières, ça veut dire qu'on va vendre à l'étranger. Si Bombardier, pour sa C-série, ne vendait qu'au Québec, ça ferait longtemps qu'on n'entendrait plus parler de la C-série, comprenez-vous? Et là, il y a un accord qui va se signer d'ici quelques semaines, là, c'est ça les rumeurs, entre le Canada et l'Union européenne. Ça veut dire qu'un entrepreneur de Kamouraska va avoir accès à un marché de 500 millions de consommateurs solvables en Europe. C'est un défi, mais ça peut être payant en diable aussi. Ça peut permettre à Bombardier, qui est déjà le 3e avionneur du monde, de créer des emplois bien rémunérés avec des heures travaillées qui rapportent beaucoup. Alors, le protectionnisme est mort ou agonisant. Il reste Donald Trump qui menace d'abolir l'accord de libre-échange avec le Canada. Bref, c'est complètement rétrograde et réactionnaire. Alors, pour votre vie d'aujourd'hui, prenez compte de ceci. Votre marché, c'est le monde. Mais votre concurrence, c'est le monde aussi. Alors, ça veut dire qu'il faut que vous soyez solide. Deuxième changement majeur, le communisme est mort ou agonisant. Il reste la Corée du Nord, puis 3 professeurs à l'UQAM. C'est tout. Pourquoi est-ce que le communisme est mort? C'était extrêmement séduisant. L'État crée la richesse et la redistribue suivant les besoins de chacun. Mais ça s'est effondré. Si Armand Bombardier était né à Saint-Pétersbourg, il serait mort dans le goulag. Il ne serait pas devenu le 3e avionneur du monde. C'est parce que c'était inhumain, ça ne pouvait pas fonctionner. Ça a fini dans la corruption et l'inefficacité économique. Donc, économie plus libérale, entrepreneurship, loi du marché, offre et demande. Sauf que le communisme s'est effondré par ses vices et le capitalisme contemporain est très menacé actuellement. On y a fait allusion, là. Quand on pense que 10 % du genre humain va ramasser 80-90 % de la richesse, c'est choquant sur le plan social, oui, mais c'est choquant sur le plan économique aussi. Qu'est-ce qui a déclenché la crise américaine horrible de subprime, de tout ce qu'on veut, il y a quelques années? La non-répartition de la richesse. Les classes moyennes ne pouvaient plus soutenir la croissance, il n'y avait pas de croissance eux-mêmes. Alors c'est choquant sur le plan social, mais c'est choquant sur le plan économique. Ça veut dire que ce capitalisme délirant, qui a été marqué de scandales sans fin, quand ce n'est pas à Panama, c'est à Londres, à la Cité, est en examen. Il doit être révisé. Il y a quelques années, Lula, qui était président du Brésil, a dit qu'il faut réviser le capitalisme,
Sarkozy, qui était président de la France, disait la même chose et Obama disait la même chose. Quand ça converge 3 personnes de ce genre, il est temps de regarder les choses en face. C'est un des défis de la jeunesse. Il faut continuer à créer la richesse. Il faut pouvoir entreprendre, mais d'une façon éthique et non pas d'une façon débridée et injuste. Et je dis en passant, à cause d'un des conférenciers qui m'a précédé, qu'il n'y a pas que le capitalisme ultralibéral pour créer la richesse et pour la gérer. La coopérative est un moment fort de l'aventure contemporaine du Québec. Le mouvement des jardins est l'institution financière probablement la plus solide au monde. Et en plus, elle sert la population. Elle n'est pas dans les scandales et la non-répartition de la richesse que vous voyez aux États-Unis et même au Canada. Il y a 30 ans aux États-Unis, la différence entre le salaire moyen d'un employé et le plus haut de l'entreprise, c'était de 1 à 30, ce qui était déjà pas négligeable, hein? Aujourd'hui, 1 à 300. C'est choquant. Et c'est pas juste choquant, je vous le dis, sur le plan social, que des gens soient traités de cette façon et d'autres soient traités d'une façon presque misérable. C'est l'économie même qui va fonctionner moins bien si nous ne répartissons pas la richesse. Alors, c'est un autre défi que vous avez. Changer ce système, et une des failles du système et un des éléments de changement, c'est l'honnêteté, l'éthique. Pas être obsédé par le fric à n'importe quelle condition. Vouloir entreprendre, faire de l'argent, devenir milliardaire, c'est très bon. Mais il faut que ça se fasse en payant ses impôts, en payant convenablement ses salariés, et ça se fasse dans l'honnêteté, et non pas de la manière de Panama et d'autres paradis fiscaux. Ces paradis fiscaux se transforment, on le voit bien, en enfers fiscaux. La plupart des États du monde sont endettés, et leurs grands riches vont mettre leur argent dans des paradis fiscaux. Ils sont soignés par notre système de santé, ils vont dans notre système d'éducation, puis ils vont payer dans des îles du Sud qui représentent l'injustice. C'est une autre des révolutions qui est à faire. Ça va être le défi de votre génération et de vos générations. Et quand on voit d'où le Québec est parti et où il est arrivé, vous avez raison d'avoir confiance. À l'Université du Québec à Montréal, où j'enseigne, à mon âge, je donne l'exemple qu'on doit conserver la main-d'œuvre le plus longtemps possible au travail. Il y a plus d'étudiants dans l'École des sciences de la gestion, où j'enseigne, qu'il y en avait dans toute l'Université de Montréal quand j'étais étudiant en 1960 à la fac de droit. C'est ça, c'est l'espoir. C'est ça, c'est le changement. Si on a pu faire ça dans notre génération, vous pouvez le faire. L'économie du Québec qui, en tout respect là, pour nos agriculteurs et nos bûcherons du temps, puis mon grand-père et mon arrière-grand-père, était, avouons-le, pratiquement médiocre. Aujourd'hui, sur les 200 pays membres des Nations unies, l'économie du Québec est la 30e économie mondiale. Nous avons battu l'Ontario. Ils nous ont regardé de haut pendant longtemps. Hein? Je comprends, il y avait 100% de l'industrie de l'automobile, et puis c'est Ford, GM, Chrysler, Toyota, période. Mais ici, on a développé des qualités entrepreneuriales extraordinaires. On a plusieurs entreprises qui dominent le monde dans leur catégorie. Bombardier, on le mentionne souvent. Je le mentionne souvent dans mes cours à l'UQAM, d'ailleurs, puis j'ai un petit Chinois qui est venu me voir il n'y a pas longtemps, qui est arrivé il y a quelques mois au Québec, puis il dit, monsieur, il dit, pourquoi vous parlez toujours de cet avion qui lance des bombes? Il avait été voir dans le dictionnaire, évidemment. Bon, ça fait du Québec le 3e avionneur civil au monde. Il y a plus d'employés en aéronautique à Montréal et dans sa région qu'il y en a à Toulouse, en France, patrie de l'Airbus. Ça veut dire qu'on a un sacré bout de chemin de fait. Le niveau de vie des Québécois, quand on compte la répartition de la richesse,
et puis les coûts fondamentaux de logement, de santé, etc., le niveau de vie des Québécois a dépassé celui de l'Ontario. Quand on leur dit ça, que je vais faire mes conférences à Toronto, il faut que je sois prudent quand même, mais c'est vrai. Mon gendre est maire de Gatineau, côté est de la rivière de l'Outaouais. Et il y a un déplacement de main-d'œuvre considérable de l'ouest à l'est, parce qu'ils viennent pour nos garderies à 7 $, puis notre système d'assurance santé, puis notre système d'assurance automobile. Bref, partis de loin, nous sommes rendus loin. En pas si longtemps, hein, un demi-siècle. Alors, le demi-siècle qui est devant vous vise cette mondialisation qu'on appelle, qui a des avantages, mais qui peut avoir des inconvénients. Alors, pour réussir vos vies maintenant, vous ne pouvez pas être citoyen du monde, c'est des histoires, ça. Les nations ont un rôle fondamental et on est citoyen de sa nation, d'abord, mais sa nation, elle a le devoir de contribuer à ce qu'on appelle le concert des nations, c'est-à-dire aller dans des organisations internationales, Organisation mondiale du commerce, FMI et autres, qui vont régulariser cette mondialisation, qui vont la civiliser et l'empêcher de dériver vers l'anarchie. Alors, comme citoyen du monde, vous ne payez pas vos taxes au monde, puis votre système de santé n'est pas du monde. Mais c'est la nation et le concert des nations qui vont équilibrer ce phénomène de mondialisation. Vous lisez dans ma pensée en plus sur le plan politique, mais je respecte parfaitement votre pensée. Mais est-ce que ça vous surprendrait si je vous disais que mon rêve n'est pas de voir le Québec au Conseil de la Fédération entre la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard? Il est d'être aux Nations Unies et dans toutes les organisations internationales pour faire entendre notre voix progressiste et positive dans ce qu'on appelle le concert des nations. Il n'y a plus beaucoup de sièges qui sont libres pour les Nations Unies. Il y en a quelques-uns qui convoitent, comme l'Écosse et puis la Catalogne, et d'autres que je vous conseille de deviner. Mais ça aussi, ça peut être un changement majeur dans votre vie. Ce n'est pas du nationalisme dont je parle, c'est du civisme planétaire. Les nations qui peuvent être libres ont le devoir de l'être pour aller s'asseoir, comme le Québec, à côté des pays d'Europe du Nord, qui sont des pays développés et avancés, pour aller témoigner de ce que les coopératives font chez nous, pour aller dire que notre environnement, et ce n'est pas rien que notre vertu, notre écologie est plus sérieuse, en particulier, que celle du Canada. Je le regrette pour le Canada profondément, mais vous avez vu les chiffres qui ont été publiés au cours des derniers temps. Le pétrole de gaz de schiste, de pétrole de sable bitumineux, qui est au cœur de l'économie canadienne, est la façon la plus polluante de faire de l'énergie. Et ça commence à discréditer le Canada dans le monde entier. Même Obama n'est pas content, et beaucoup d'autres. Heureusement, nous avons 40 000 mégawatts hydrauliques que la nature nous a donnés. Notre électricité, aucun gaz émis à effet de serre. Et il y a d'autres précautions qu'on doit prendre. Électrification des transports. Ça devrait être votre génération. Vous êtes tous, je l'espère, des conducteurs et des conductrices de voitures électriques. Et votre énergie ne viendra pas d'Arabie Saoudite, elle viendra du nord du Québec et de nos grands barrages. Les Tesla, ce n'est pas donné, mais plus il va s'en vendre, plus le prix va baisser. Alors peut-être vous aurez des chances d'être des conducteurs et des conductrices de Tesla. Bref, un contexte différent, mais pas décourageant. Vous voyez bien? Tout peut être mieux dans votre temps que dans notre temps. En tout cas, beaucoup de choses peuvent être mieux. Et dans les forces du Québec, que vous devez continuer à consolider, j'ai dit dans les 30 premières économies mondiales, si j'allais à la culture, on serait probablement dans les 5 premiers. Vous avez vu, chaque festival du film, y compris celui de Cannes, qui n'est pas facile à séduire, des Québécois et des Québécoises.
j'ai parlé de Céline Dion, le Cirque du Soleil, Robert Lepage et autres. Parce que la culture, ça compte aussi. L'argent, très bien, mais la culture est une composante majeure du bonheur des nations. Aucune émanation de gaz ou effet de serre, ou presque pas, du bonheur, du talent, de la beauté. Ça doit être le portrait du Québec. Déjà, c'est un peu le Québec d'aujourd'hui et celui de demain qui sera le vôtre. Et un dernier conseil que je vous donne, à cause de ce contexte de mondialisation, je vous souhaite de parler plusieurs langues. Alors, le français, c'est une des plus belles langues du monde, vous le savez, et qui est de plus en plus parlée parce que c'est l'Afrique qui est le cœur de la francophonie. Ils sont des milliards d'Africains qui parlent français, dans certains cas mieux que nous. Alors, le français, bien sûr. Deuxièmement, à cause de notre situation géographique, l'anglais. Conseil d'apprendre l'anglais si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, les savants disent que les bilingues sont plus intelligents que les unilingues. Alors, à Toronto, je ne dis jamais ça dans mes conférences. Parce que le Québec est un des endroits les plus bilingues du monde. Mais il y a aussi une autre langue que je parle, j'étais professeur au Mexique même pendant des années, et qui est la langue la plus parlée des Amériques. C'est pas l'anglais, c'est l'espagnol. L'espagnol est plus parlé que l'anglais dans les continents d'Amérique du Nord et du Sud. Ça fait un monde assez intéressant, n'est-ce pas? No es verdad, creo que si. Alors, soyez ouverts au monde, aimez votre patrie et faites que cette patrie ne soit pas en opposition à la patrie des autres, mais qu'elle fasse partie de ce qu'on appelle, en toute fraternité et humanisme, le concert des nations. J'ai confiance en vous pour réaliser tout ça.